Voilà, monsieur, bonsoir. Heureux de vous savoir de nouveau nombreux à regarder ce programme. Cactus sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi, le 30 mai 2023. Vous le savez très certainement. Le JICAM, on en parle ce soir. Le 25 mai dernier, le comité des sages du groupement interpatronal du Cameroun a demandé au président du conseil d'administration du JICAM de surseoir à la poursuite de l'opération de fusion engagée entre le JICAM et ECAM jusqu'à ce que les conditions de fond et de forme requises soient satisfaites. C'est donc la suite des épisodes, du moins d'une succession d'événements qu'on suit depuis quelques mois déjà, depuis que les deux groupements, du moins le patronat camerounais et ECAM, ont décidé de faire une fusion pour certainement étendre davantage cette organisation-là. Et de l'autre côté, il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent. Ce soir, nous avons donc essayé de mettre le sujet sur la table pour en comprendre les contours. Le thème est intitulé « Fusion JICAM-ECAM, le patronat à ébullition ». On aura 4 panélistes. Je dis d'entrée que Max Wabo du MRC n'est pas encore en studio. Il nous rejoindra tout à l'heure. Il s'est excusé. Une contrainte de dernière minute. Je dis bonsoir à Eric Elundunga. Bonsoir. Vous êtes administrateur de ECAM. J'ai bien envie de vous demander si vous êtes serein. Tout à fait serein. Votre sourire semble l'exprimer davantage. Emmanuel Combe, bonsoir. Bonsoir, Majesté. Félicitations. Merci. Vous êtes membre du comité central du RD, membre titulaire. Vous aimez bien qu'on le précise parce que c'est exact. Membre titulaire du comité central du RDPC. Vous êtes banquier. Vous êtes là ce soir et effectivement parce que en tant qu'observateur analyste des faits de société, vous suivez cette actualité-là. Et enfin, je dis bonsoir à Jean-Marie K, notre aîné. Journaliste, bonsoir. Bonsoir, Majesté Dipita. Merci, très heureux de vous avoir sur ce plateau. C'est la première en plusieurs années déjà. Oui, c'est la première fois que je viens ici. Merci pour l'invitation. Un visage de la CIAC TV qu'on connaît bien, qui a occupé de très hautes responsabilités dans la maison. Nous sommes très honorés de ses présences ce soir. On va donc prendre la transition et rentrer tout de suite dans le débat de ce soir. Eric Elundunga, avec vous, on va peut-être essayer, autant que faire se peut, de faire une forme d'historique de ce qui est en train de se produire. La question simple, ce sera comment en est-on arrivé à cette volonté de fusionner pour peut-être centrer, pour le pas de long dans l'historique, on va peut-être partir de 2008. Sachant les événements qui sont passés en 2008 avec cette élection qui a été un peu tumultueuse et arriver à 2023 et cette volonté de fusion. Alors effectivement, il faut rappeler que la volonté de fusion constitue en réalité l'illustration d'un combat entre deux courants de pensée en matière de développement économique dans notre pays. Le premier courant voudrait que le Cameroun, comme d'autres pays africains, reste extraverti, avec une forte dépendance par rapport aux importations, un faible tissu de production au niveau local et une industrialisation essentiellement influencés par des opérateurs économiques étrangers. Et un deuxième courant de pensée qui milite pour la transformation structurelle de l'économie, avec au niveau local un développement des entreprises, une croissance soutenue des micro, petites et moyennes entreprises, une transformation industrielle des produits locaux, etc. Et ces deux courants dans le champ des entreprises sont représentés de façon structurelle par les grandes entreprises, pour ce qui est du premier courant, avec notamment les multinationales, et les micro, petites et moyennes entreprises, pour ce qui est du deuxième courant.
Il faut également rappeler, pour dire les choses simplement, qu'il s'agit là d'une sorte de confrontation entre notre économie traditionnelle et l'économie dite moderne, influencée par la mondialisation, le capitalisme, etc., etc. Et de ce point de vue, les enjeux de ces dernières années montrent que nous n'avons plus le choix en réalité que de renforcer notre tissu de production locale. Je vais prendre deux exemples simples. La crise de Covid et la guerre en Ukraine ont totalement déstabilisé le système d'approvisionnement mondial et nous ont fait passer à côté d'un risque majeur qu'on n'a peut-être pas perçu parce que ça s'est passé dans des conditions que Dieu seul sait. Je prends le cas de Covid. On a bien vu comment les pays développés se sont recentrés sur eux-mêmes, ont priorisé les solutions pour leur propre population, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan de l'alimentation, etc. Dans le cadre de la crise en Ukraine, pareil, nous assistons aujourd'hui à une flambée des prix qui est fortement ressentie par nos populations et qui est amplifiée par le fait que nous importons une grande partie de nos biens de consommation de masse. Donc ce qui s'est passé en 2008, c'était une volonté marquée par certains patrons de faire entendre de façon plus importante la voix des petites et moyennes entreprises et de les faire représenter de façon plus importante également dans le cadre du patronat. Ce qui n'a pas été entendu et ce qui a créé la scission avec le départ d'un certain nombre de patrons du JICAM et la création du mouvement patronal ECAM. Je dois dire que personnellement, je ne faisais pas partie des membres du JICAM au départ, mais je suis membre fondateur d'ECAM parce que justement nous partageons tous cette préoccupation de représenter de façon constructive et audible les micro et petites et moyennes entreprises dans notre pays, en sachant que pour une fois, depuis le début de la crise des années 80, nous avons aujourd'hui une stratégie nationale de développement qui est claire pour tout le monde et qui met au centre de la stratégie de développement économique les micro, petites et moyennes entreprises. Ce qui veut dire que la volonté de fusion qui est manifestée aujourd'hui, elle est incarnée du côté du JICAM par le président Célestin Tawamba, qui a été notre collègue dans le cadre du conseil d'administration d'ECAM et qui est reparti vers le JICAM pour prendre les rênes du JICAM et pouvoir reprendre ce combat en termes de représentativité de notre tissu économique réel. Et c'est dans ce cadre-là que, très rapidement, une fois qu'il a pris les rênes du JICAM, il a manifesté sa volonté dès le départ de ce rapprochement entre le JICAM et ECAM. Volonté qui a été acceptée favorablement du côté d'ECAM, dans la mesure où nous avons une plateforme de collaboration signée avec le JICAM depuis quelques années déjà. Et 2019, effectivement. Et nous continuons de travailler en étroite collaboration avec le JICAM sur des sujets pour lesquels le patronat a besoin d'une voix unique. Mais les enjeux aujourd'hui sont tels que de 2009 à 2022, du côté des CAM, nous avons plus travaillé en termes de réflexion stratégique, de positionnement stratégique auprès de divers partenaires, notamment travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, les partenaires financiers, etc. Merci. Et aujourd'hui, il est question de passer à une phase opérationnelle. Et l'intérêt du rapprochement avec le JICAM, c'est donc de pouvoir atteler les grandes entreprises aux petites pour pouvoir réaliser cette phase opérationnelle. Merci pour
cette façon de planter le décor, en fait, qu'on essaie de comprendre les enjeux. Hervé Emmanuel Combe, je le disais tout à l'heure, vous suivez de très près d'ailleurs ce groupement et toutes les autres entités qui évidemment se mobilisent autour des activités économiques. Vous, quand vous observez cette évolution d'emblée, vous vous dites c'est une évolution normale, c'est une évolution à risque. Les choses ne se passent pas forcément comme elles devraient. Y a-t-il risque de fissure comme on a pu l'observer en 2008? Bon, écoutez, c'est le financier qui va vous parler. Je veux parler en français facile. Ce qui se passe là et qui est regrettable et dommageable à l'image du Cameroun, c'est le choc entre deux visions du monde des affaires. Vous avez la vision qui porte le mouvement à la modernisation et une espèce de groupement pour l'immobilisme qui fait de la résistance. Mais par définition, l'immobilisme n'a jamais arrêté le mouvement. Vous comprenez? Donc quand je schématise, maintenant je vais rentrer dans le détail. D'abord, le GICAM, dans sa formation actuelle, n'est pas représentatif de tout le monde, du monde des affaires au Cameroun. C'est quelque chose de visible, de patent. Et je crois que l'ambition, pas je crois, puisque je ne me cache pas, je connais très bien, nous avons des liens qui me permettent d'interpréter sa pensée. Le constat qui a été fait par Célestin Tawamba lors de sa première élection, c'est de dire qu'il faut regrouper le maximum de créateurs de richesses pour que nous pèsions dans le rapport public-privé, n'est-ce pas? Et plus tard, comme l'a expliqué l'administrateur ECAM tout à l'heure, avec tous les enjeux qui vont avoir lieu dans les temps qui viennent. Au niveau du Cameroun d'abord, il faut qu'on réunisse le maximum d'entrepreneurs et que la maison commune du patronat soit représentative de tous ceux qui ont la volonté de créer. Ça a plusieurs avantages. Le premier d'abord, c'est qu'on va sortir de l'informel, des gens qui sont contraints à aller dans l'informel. Beaucoup de gens ont peur d'aller au GICAM parce qu'ils pensent que c'est un syndicat de quelques entreprises, entre guillemets, riches. D'ailleurs, c'est ce que certains croyaient être sa force et sa faiblesse, puisque jusqu'à ce que Célestin Tawamba arrive, peut-être avant lui, oui, on peut le dire, de regretter mémoire, mais le GICAM était dirigé par des salariés. Celui qui mène la bagarre actuellement, pour qui il y a beaucoup de respect, c'est l'aîné, mais il n'a été président du GICAM que parce qu'il était salarié d'un groupe étranger. Il n'était pas là en tant qu'investisseur, homme d'affaires et tout. Je vous dis cela parce que quand nous allons progresser dans notre conversation, vous verrez que ça a une incidence. J'ai lu un papier hier, et c'est ce qui m'a fait venir dans votre émission, qui m'a estomaqué par certains aspects, parce que nous, on croyait que c'était deux visions qui s'entrechoquaient. Et là, on découvre que certains disent que non, c'est pour le patrimoine. Mais je suis désolé, pour être successeur, partager le patrimoine, il faut être actionnaire. Il faut être adhérent, il faut investir. Et quand une entreprise est actionnaire ou adhérent du GICAM, c'est que même si vous représentez cette entreprise, vous ne partagez pas le patrimoine du GICAM. Bon, revenons dans l'actualité. Je crois donc que c'est le choc de deux ambitions. Il faut que le GICAM prenne du poids, augmente sa superficie, son périmètre, et soit représentatif pour peser dans les enjeux qu'on va avoir et dans des secteurs nouveaux. Monsieur l'administrateur ECAM expliquait tout à l'heure, vous avez par exemple dans les petites et moyennes entreprises, j'ai apporté quelques chiffres, parce que je crois que beaucoup de gens parlent, mais ne maîtrisent même pas le poids des uns et des autres. D'abord, ECAM n'est pas une petite organisation, parce que le GICAM n'a qu'au maximum 700, 750 adhérents, ECAM en a 400, sinon un peu plus. Donc en fait, il fait plus que les 2/3 du poids du GICAM. Et quand vous verrez son apport dans le produit intérieur brut, le prélèvement de la taxe, le versement de la collecte de la TVA et tout, et même la création des emplois, cette année, on a mis à peu près à 43 000 emplois que ECAM a créé. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc ce projet est un projet qui est dans l'intérêt de l'économie nationale, pour faire court, et qui permettra au GICAM d'être un peu plus grand. Bon, est-ce qu'il y a eu un problème de communication? Moi, je crois que non. Tel que je lis dans les uns et les autres, il y a ceux qui ne veulent pas du tout cette évolution, parce qu'ils pensent que c'est une association privée où ils doivent se succéder les uns des autres. Mais moi qui fais de la politique, en plus, après avoir passé
près de 30 ans dans la finance, un démocrate n'a pas peur d'aller à une élection. Si vous pensez qu'un projet n'est pas bon, il y a une assemblée générale, c'est elle qui doit consacrer par le vote l'élection de ce projet ou pas. Et vous allez à l'assemblée générale convaincre que ce projet n'est pas bon pour telle raison, et vous laissez la volonté des adhérents se manifester. C'est ça la démocratie. Vous commencez pas à empêcher les conseils d'administration, à répandre les fausses rumeurs, à saboter les uns les autres. Je vous dis tout de suite d'abord que certains ont voulu faire autour de ce projet qui est un projet d'intérêt national, une espèce de référendum autour de la personne de Célestin Taomba. Bon, c'est un débat qu'on aura quand vous vouliez, parce que je pense qu'il a sorti le GICAM de sa confidentialité. C'est depuis qu'il est là que le GICAM est visible, a une voix qui porte. Et en face, vous avez des hommes d'un talent incroyable. Le GICAM était connu aussi sur Yangma. On ne peut pas être traité de n'importe qui. Pélian Nyodok, l'administrateur qui est ici. Donc je crois qu'il faut qu'on revienne au sérieux, qu'on se calme, et que les uns et les autres présentent les arguments dans leurs instances qui sont statutaires, et que ces instances adonnent. Et quand on arrivera, c'est pour ça que je suis un peu peiné aujourd'hui, parce que je pense que ce qui a failli avoir lieu, c'est-à-dire l'irruption de l'administration dans une réunion d'une association privée et dans son siège, est quelque chose de regrettable et qui peut porter atteinte, n'est-ce pas, à la confiance à la destination Cameroun pour les investisseurs. Parce qu'il n'y a pas de place pour ça. C'est des gens qui peuvent se réunir, se parler et aller dans un sens. Et bon, quand on sera au corps du débat, il y a des gens qui débordent là-dedans. Par exemple, le Conseil des sages n'est pas statutairement une instance de décision. On arrivera. On y arrive. Et d'ailleurs, il a moins de pouvoir que le Conseil ça de la Dynamo Football Club de Douala. On y arrive. Un club dont vous êtes passionné. En même temps, on ne peut pas, comme ça, balancer d'un revers de la main le travail qu'André Siaka, par exemple, a fait au GICAM. Non, je ne le dis pas pour vous répondre. Non, il a des porte-paroles. Alors, Jean-Marie Ka, vous également, je prends d'entrée votre sentiment aujourd'hui, avant peut-être de l'analyse. Quand vous regardez ces évolutions au sein du patronat camerounais, volonté de fusion, d'autant plus que, je vais le citer, Emmanuel Wafo, qui porte la contestation, n'est pas forcément contre, mais il remet en cause davantage des règles qui n'ont pas été respectées. On parle davantage d'éthique, on parle du respect des statuts. Alors quand vous regardez tout cela pour le patronat camerounais, vous en tant que chroniqueur spécialiste de ces questions économiques, vous dites, y a-t-il péril en la demeure? Pourquoi y aurait-il péril? Je ne pense pas. Bon, si vous revenez sur les réserves de M. Wafo. Wafo Emmanuel, on en parle d'ailleurs tout à l'heure. Ma connaissance du dossier me dit que les règles ont été respectées par ceux qui ont conduit ce processus. Puisque je sais que c'est une résolution du conseil d'administration du GICAM et une résolution du conseil d'administration de ECAM qui ont autorisé les présidents des conseils d'administration des deux organisations patronales à signer l'accord de fusion. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il faut qu'on comprenne assez facilement que l'enjeu majeur qui se joue là, c'est l'avenir du système de production du Cameroun. Absolument. Le Cameroun n'invente pas la roue, elle a été inventée depuis longtemps. L'épicentre de la production de richesses, c'est la petite et moyenne entreprise. La petite et moyenne entreprise est le moteur de la croissance. Alors, vous ne pouvez pas être dans une organisation qui va vers la production de richesses et vous laissez les principaux acteurs sur le quai. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on apprenne au Cameroun aussi à imaginer qu'on puisse léguer aux générations futures des choses immatérielles. Le débat doit sortir des rapports incestueux avec l'occupation des petits strapontins. Non, le débat il doit être structurel. Il faut qu'on sorte les hommes de nos débats. Les idées sont impersonnelles. La production des idées ne peut pas être interdite dans un milieu comme le nôtre. Au-delà des acteurs, ça aussi il faut qu'on le sache.
Ce n'est pas un problème d'acteur, ce n'est pas un problème de M. Tawamba ou de M. Ayama. Il est nécessaire que les organisations patronales se remettent en cause et constamment. Donc, le chantier ouvert est une refondation pour aller vers une organisation plus forte. Le gouvernement en a besoin, le secteur privé en a besoin pour faire face à l'adversité. Il expliquait tout à l'heure, on l'a vu avec la Covid-19, on le voit avec la guerre en Ukraine. On repart à grands pas vers la rebipolarisation du monde. Il faut s'y préparer. Il ne faut pas s'émietter, il ne faut pas émietter ces énergies. C'est vraiment dommage qu'on ait des débats de bas étage. D'imaginer que... Moi, j'ai connu Protais Ayama en 87. Bon, si vous ramenez sa production intellectuelle pour la construction d'un patronat fort, d'une économie forte au Cameroun, à un simple désir d'hériter d'un strapontin, quelque part, je crois qu'on n'ira pas loin. Tout à fait. On n'ira pas loin dans la construction de ce pays. On doit dépasser ce stade. L'enjeu du Cameroun, c'est ici et maintenant. Il faut que la PME vive. Mais en même temps, pour aller, je veux dire, schématiquement et structurellement dans une économie forte, à travers des organisations patronales fortes. Non, à travers les syndicats forts, y compris les ouvriers. À travers les syndicats. Prenons tout ça dans l'ensemble. Oui, les ensembles, les Toujours est-il qu'il est important de respecter les règles du jeu pour la sérénité du mouvement. Éric Eloudou, pour la cohésion même, et surtout éviter des prises de bec comme celle-là. On se souvient par exemple que le 5 avril dernier, justement, il y a eu cette forme d'approbation entre ECAM et le JICAM. Et l'une des remarques que Emmanuel Wafo, je vais le citer, je l'ai dit, puisqu'il porte la contradiction, il estime que cela consacre la mort du JICAM. Et je vais le citer. Pourquoi ? Parce qu'on y parle d'une nouvelle centrale patronale, d'une assemblée générale constitutive et de nouveaux statuts. Donc en réalité, l'une des premières craintes, c'est de voir le JICAM et ECAM disparaître pour faire la place à une nouvelle organisation. Et selon lui, la disparition du JICAM décidée par le conseil d'administration est contraire au statut de l'instance. Alors, merci de nous donner l'opportunité de clarifier ce point. Les inquiétudes de la disparition de l'organisation patronale ne sont pas nourries ou n'étaient pas nourries que du côté du JICAM. Il faut savoir que le mouvement patronal ECAM a déjà un actif relativement important aussi, et donc de notre côté, nous avions cette inquiétude-là. C'est la raison pour laquelle la solution qui est proposée aujourd'hui, à savoir fusion-création d'une centrale patronale plus forte, qui ne sera ni le JICAM ni ECAM, a été acceptée de part et d'autre. Et je dois rappeler que la démarche qui a conduit à la signature du pacte de fusion du 5 avril dernier a été, dans un premier temps, validée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux organisations. Et le jour de la signature, le 5 avril, vous aviez les membres du conseil d'administration des deux organisations, les membres du comité des sages du JICAM, qui étaient représentés, et en plus des journalistes, des invités, des par autorités. Qui, notamment je ne veux pas citer les noms ici, parce que notre objectif n'est pas d'alimenter la polémique. L'enjeu majeur, c'est d'avoir une centrale patronale nouvelle, forte, qui réponde aux attentes du gouvernement et surtout qui réponde aux attentes des chefs d'entreprise. Le message que nous voulons faire passer aujourd'hui, c'est de faire savoir aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs, aux étudiants, aux familles, que dans le contexte qui est celui du Cameroun aujourd'hui, l'une des pistes de sortie essentielles
pour l'emploi et l'épanouissement de nos populations, c'est l'entrepreneuriat. Et pour ça, il faut un cadre dans lequel tout entrepreneur, tout étudiant qui ambitionne de se lancer dans l'entrepreneuriat se reconnaisse. Et c'est l'intérêt de cette centrale patronale qui doit être un marqueur, non seulement pour tout cet écosystème-là, mais également pour les partenaires étrangers. Aujourd'hui, on se rend compte que, si je prends le cas de nos partenaires européens, qui appuient énormément l'accompagnement au développement, la structuration de notre tissu économique, leur volonté, c'est également d'avoir en face un secteur privé qui peut absorber ces appuis. Parce qu'on se rend compte que vous avez des financements qui arrivent et qui repartent parce que le secteur privé n'est pas organisé pour absorber. Et tout le monde se plaint des financements. Vous avez des appuis techniques qui arrivent et qui repartent parce que ceux qui en profitent ne sont pas nécessairement ceux qui en ont besoin. Et tout ça, c'est un dysfonctionnement du secteur privé qu'il est question aujourd'hui de corriger en regroupant les deux organisations les plus représentatives. Et pour ça, ECAM a fait un travail de fond auprès du gouvernement et des partenaires au développement pour positionner les micro, petites et moyennes entreprises au cœur de cette stratégie-là. Aujourd'hui, nous avons organisé, courant mars dernier, notre forum international PM Exchange, où nous avons présenté les outils et la stratégie de mise en œuvre de l'accompagnement et du financement des PME. L'intérêt de fusionner avec le GICAM, c'est parce que dans cette stratégie, les grandes entreprises interviennent. Et l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de mettre en concurrence les grandes entreprises, les micros, les petites et les moyennes, mais de trouver une stratégie qui permet aux uns aux autres de tirer leur épingle du jeu. D'accord. Et en même temps d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement. Écoutez, là vous touchez un point, je vais passer un peu puisqu'on est au lendemain de la Pentecôte. Si vous rencontrez un chrétien qui va aller au paradis et qui refuse de mourir pour arriver au paradis, vous me donnez son adresse. Mais encore, faudrait dire que pour aller au paradis, il faut ne pas être pécheur. Donc il faut respecter les règles. Alors, je vais en revenir. Pour aller au paradis, il faut vivre une vie dans la fidélité, comment on appelle, imiter Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour aller au paradis. Je retrouve l'ancien de l'Église. Oui, revenons au débat. Mais écoutez, pour créer une nouvelle organisation, je vais prendre une distance par rapport à ce que M. Londo dit, parce qu'il a dit plusieurs fois. Je ne pense pas que ce soit le gouvernement qui soit derrière le projet de fusion des camps. C'est l'intérêt de l'économie. Bien sûr. C'est l'intérêt de tout le monde. Bien sûr. Il faut arrêter. On va pas. Si les patrons doivent maintenant aller demander au gouvernement comment manager leur entreprise, il y a un problème. Monsieur Duputan, il ne faut pas que vous soyez porte-parole ou haut-parleur des gens qui font une mauvaise lecture de ce qui se passe. Il y a les statuts des deux organisations, les procédures, et vous pouvez ne pas être d'accord dans la vision qui est portée par les deux présidents des deux organisations, mais opposez-leur une vision concurrente. Un débat sain. C'est ce que le journaliste économique Nka vient d'expliquer. Lorsque vous avez un projet qui a été présenté devant votre conseil d'administration approuvé, et que ce projet, le conseil des sages, même qui n'est pas une instance de délibération, en a été informé, il ne vous reste qu'un seul niveau pour vous opposer à ce projet. Si vous en êtes opposé, c'est l'Assemblée générale. Ce sont les élections. Je n'ai jamais vu un démocrate qui a peur des élections. Vous comprenez? Et pour revenir à ce qui se passe, c'est-à-dire ce qui est désolant, c'est qu'au moment où on veut faire le mouvement pour avoir un patronat qui pèse, qui soit un interlocuteur respecté, et qui pèse, par exemple, vis-à-vis du public, du pouvoir public, vous appelez ça gouvernement ou l'État, et vis-à-vis de l'étranger, on découvre que c'est la cacophonie. Ceux qui font de la résistance au mouvement font trop de cacophonie, et une cacophonie qui n'est même pas intellectuellement structurée. Parce qu'il y a des instances au sein de... Vous avez vu, moi je n'ai pas les mêmes contraintes que lui. Lui, en tant qu'administrateur, a refusé de citer les noms, pourtant des gens dont on connaît, qui étaient à une réunion publique, réunion à laquelle ont assisté le gouverneur de la région littorale. On ne peut pas le cacher dans un paquet cadeau. Donc, le processus est parti. Mais en réalité, il y a des calculs qui n'ont plus rien à voir avec l'intérêt de l'économie, l'intérêt même des organisations. Et ça devient, Jean-Marie K l'a dit tout à l'heure, on aura le temps de revenir, un problème d'homme.
C'est-à-dire qu'il y a des procès préventifs. On dit, oui, toute cette évolution doit avoir lieu ou va avoir lieu parce que telle personne sera élue. Qu'est-ce qu'ils savent de cette élection? Ce sont des scrutins de liste. Vous comprenez? Et quand vous avez quelqu'un qui vous dit, moi, d'abord, ce n'est pas un projet, refuser une évolution n'est pas un projet, on appelle ça faire de la résistance, d'accord? Et quelqu'un qui dit, moi, je suis contre telle chose, mais il faut qu'il s'organise pour que, à la délibération, fondée sur le suffrage universel du peuple des entrepreneurs, il emporte. Donc, je crois qu'on a une tempête dans un verre d'eau, et on veut entraîner tous les Camerounais là-dedans, et c'est regrettable au moment où notre économie est en train de prendre vraiment du muscle et où nous avons besoin d'avoir une économie respectée. Au niveau de la sous-région, vous savez que nous sommes la plus forte économie. Mais M. Lundu disait tout à l'heure, avec la nouvelle organisation, vous aurez vraiment la maison des entrepreneurs, ce ne sera plus la chambre de commerce. Le gars qui a une affaire, je ne sais pas, avec un chiffre d'affaires de 50 millions, n'aura pas honte d'aller parler de ses difficultés dans une réunion de ceux qui ont des milliards, qu'on ne voit même pas souvent, et tout ça. Et vous savez qu'au GICAM, il y a des gens qui sont membres là-bas, qui n'ont même pas des entreprises avec 50 salariés. Or, vous avez à ICAM des gens qui ont des centaines d'employés. Donc, je crois qu'il faut qu'ils se respectent les uns les autres, et qu'ils, sur le plan de la communication, qu'ils expliquent en quoi leur vision de cette évolution peut diverger, et pourquoi elle est. Donc moi je pense que si on nous ramène dans un débat pour savoir si le processus a été, puisqu'il s'agit du GCAM essentiellement, et comme n'est pas une maison de bruit, si le processus a été expliqué, sinon il y aurait eu des avocats. Pour l'instant, certains font dans le trafic d'influence, ils veulent mêler le gouvernement dans une affaire qui devait rester une affaire des entrepreneurs. Alors sur le point des... Je voudrais ajouter que... Oui, Jean-Marie. De mon point de vue, les citoyens camerounais, j'estime que c'est extrêmement dangereux, même pour la construction citoyenne des jeunes Camerounais, que des entrepreneurs aient peur d'une certaine évolution, qu'on ait peur du changement de nom d'une organisation patronale. C'est dramatique pour un pays. C'est dramatique pour un homme d'affaires. Pour un homme d'affaires. Mais pourquoi a-t-on peur du travail? Pourquoi a-t-on peur de travailler? Pourquoi a-t-on peur du changement? La question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que la fusion ECAM-JUCAM est un progrès ou pas? Change fondamentalement les missions originelles d'une organisation patronale? Est-ce que la nouvelle organisation a dit un jour qu'elle ne va plus défendre les intérêts de ses adhérents? Or, la nouvelle organisation veut être plus forte au service de ses adhérents qui doivent être plus nombreux et plus camerounais. Il a dit quelque chose tout à l'heure qui est passé inaperçu. C'est-à-dire, on avait l'impression que le GICAM était la chambre des riches. Oui. Un club des riches. Très bien, Jean-Marie, s'il te plaît, une parenthèse. Je comprends que certains gens au GICAM aient peur de l'ECAM parce que l'ECAM est constitué de tous les gros sous-traitants que le gros torde, au lieu de les payer dans les 90 jours, ils ne payent pas parfois pendant 300 jours. Or, s'ils sont dans la même maison, ils vont se regarder dans les yeux en disant « Mais nous sommes des créateurs de richesse, pourquoi vous nous tuez à nous ?» Parce que c'est dans les camps qu'on trouve vraiment toute la grosse sous-traitance, y compris les grands projets publics. D'accord. Vous avez terminé? Et c'est là donc que va se créer une richesse noble, celle qui est produite par les Camerounais. Alors, n'empêche que dans la chaussure, il y a ce caillou qui est pris comme, je veux dire, objet de l'un des arguments d'un respect des règles, le comité des sages, qui s'est exprimé. Selon lui, c'est conforme au statut. Il évoque l'article 17, qui dit qu'il est l'instance mise en place pour veiller au respect des valeurs et principes du GICAM et pour apporter des conseils et des éclairages au sein du conseil d'administration. Cela dit, est-ce que cette sortie justement du conseil des sages n'est pas pour remettre en cause définitivement cette procédure, n'est pas pour révéler effectivement
que les irrégularités constatées pourraient mettre en cause cette fusion-là? Mais, monsieur le député, je crois que vous ajoutez à la confusion. Je crois que le conseil d'administration a levé la confusion, selon ma compréhension des choses. Parce que, juridiquement, l'avis du conseil des sages n'a aucune valeur. C'est une instance consultative. Il ne faut pas que nous revenions en arrière. Ils disent que c'est une instance consultative, mais avec effet juridique. Hein. C'est-à-dire qu'elle a... Je peux préciser ça, je peux préciser. Oui. Dans l'article 17, je crois, au 3e alinéa, c'est dans le cas où il y a une mutation du statut du GICAM que le Conseil des sages doit donner un avis conforme qui n'est pas contraignant. Mais quand vous citez ce que vous appelez le Conseil des sages, citez les grandes voix comme... Henri Fosso, qui n'est pas d'accord avec les déclarations du Conseil, et d'autres voix que je ne vais pas citer à cause de ma proximité avec elle. Tout le monde n'est pas d'accord. C'est-à-dire que le bon sens voudrait que chacun joue son rôle, n'est-ce pas? Et qu'on ne sait même plus finalement qui est dans le Conseil des sages. Parce que si on suit les statuts du GICAM que j'ai lus, M. Ayangma est membre du Conseil des sages du GICAM puisqu'il a été vice-président du GICAM. Ce sont les statuts du GICAM. Est-ce qu'il a été à ces réunions? Et je pense que le Conseil des sages aurait gagné à écouter plus le président du CAM qui a le pouvoir opérationnel et s'il y avait des nuances, à les corriger plutôt que d'étaler tout cela sur la place publique. Parce que maintenant, pourquoi on parle de cacophonie? Parce qu'il y a des éminents membres du Conseil des sages qui contestent ces trucs, qui qualifient même de manipulation. Vous comprenez? Donc nous, on ne va pas rentrer dans cette cuisine, elle les concerne. Nous, on a le rôle de savoir est-ce que c'est une évolution pour le patronat et un bien pour l'économie nationale, l'économie du Cameroun? Et en quoi c'est une évolution et qu'est-ce qu'on doit en attendre? Et l'enjeu pour une émission comme celle-ci, c'est également d'essayer d'élaguer toutes ces questions et que la compréhension pour nos téléspectateurs soit exacte vis-à-vis des différents arguments. Alors, Eric? Sur ce sujet, je pense que si nous analysons bien la sortie de M. Fosso, membre du comité des sages, et il s'est bien gardé lui-même de rendre publiques les recommandations ou résolutions prises par ce comité de sages. Nous ne savons pas ce qu'a décidé le comité de sages à ce stade. Nous n'en retenons que les avis de ceux qui ont voulu rendre public ce qui n'aurait pas dû l'être. Et donc, à partir de ce moment, je pense que évoquer, au-delà du caractère juridique qui démontre qu'il ne revient pas au comité de sages d'instruire le conseil d'administration ni le président du conseil d'administration, il faudrait qu'on reste concentré sur les enjeux. Et moi, j'aimerais souligner qu'on prête au GICAM 1000 adhérents, à ECAM 400. Je dois rappeler que le dernier recensement général des entreprises au Cameroun faisait état de 203 000 entreprises, à peu près, en 2016. Ce qui veut dire que les deux mouvements réunis, c'est à peine 1400. Donc, en termes de représentation, que ce soit ECAM ou le GICAM aujourd'hui, je dois admettre qu'en tant que membre du patronat, nous n'avons pas du tout été efficaces à ce stade. Et je pense que il ne serait pas digne de notre part de nous présenter en public et de laisser croire aux entrepreneurs et aux autres dirigeants que nous ne savons pas où nous allons. L'enjeu majeur aujourd'hui, c'est non seulement de mobiliser le plus grand nombre d'entreprises, mais de les mettre en ordre de bataille pour restructurer notre économie et renforcer notre capacité de production locale. Et ça, je pense qu'il faut montrer un certain sérieux lorsqu'on présente la chose, même si on a des divergences. Il faut montrer un sérieux parce que le plus important, c'est de faire savoir aux autres dirigeants d'entreprises que nous leur donnons du sens. Et du sens dans l'intérêt du développement de leurs propres entreprises, dans l'intérêt du développement de notre économie. Et je pense que là également, c'est
On parle de transformation structurelle, mais ça commence par une transformation humaine. Et les dirigeants d'entreprise, sur ce point, doivent être la référence parce qu'ils sont responsables de la vie de leurs collaborateurs. Et nous devons prêcher par l'exemple de ce point de vue-là. Et le débat entre est-ce que c'est conforme, est-ce que c'est pas conforme, est-ce que le comité des sages a réagi ou pas, je pense que c'est pas ça le plus intéressant. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, si on se projette en 2030 par rapport aux objectifs de développement de notre économie, ce à quoi doit aspirer le patronat, c'est de pouvoir formaliser entre 600 et 700 000 entreprises. Et suivant les statistiques de 2016, les grandes entreprises, c'est 0,2% de la masse d'entreprises. La grande masse, c'est-à-dire 98%, c'est les très petites et les petites entreprises. Là-dedans, c'est 80% de très petites, 18% de petites, 1,8% de moyenne, 0,2% de grandes entreprises. Si on prend les emplois, nous avons une population active aujourd'hui de 12 millions à peu près. Personnes en âge de travailler, 14 ans en montant. Ceux qui sont formellement employés par le secteur public ou le secteur privé n'atteignent pas le million. Non. Dans le secteur privé, c'est à peu près 600 ou 700 000. Dans le secteur public, c'est entre 300 et 400 000. Bon. Ce qui veut dire que... les clandestins, bon. Exact. Ce qui veut dire que là également, en termes d'insertion professionnelle, de développement d'emploi, nous ne sommes pas efficaces. Donc, l'enjeu d'un mouvement patronal comme ECAM, ça a été jusqu'ici de réfléchir aux stratégies de comment on résout ces problèmes. Et l'engagement de fusionner avec Logicam, c'est de dire nous avons une solution que nous proposons. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette solution, nous estimons qu'il faut travailler avec les grandes entreprises. Ça peut se faire dans le cadre d'une fusion, parce que, étant dans la même maison, nous pouvons collaborer de façon plus efficace. Ça peut se faire dans deux organisations différentes. Le problème dans un contexte comme le nôtre, c'est qu'on a tendance à rendre ces organisations concurrentes au lieu de les rendre complémentaires. Oui. Et c'est l'un des enjeux de cette fusion, de ramener tout le monde pour casser cet esprit de concurrence et travailler tous ensemble pour l'intérêt des entreprises et de notre pays. Hervé Emmanuel. Oui, je prends un exemple pour aller dans le sens de ce que M. Lundu vient d'exposer. La fiscalité, c'est un enjeu majeur pour tout entrepreneur, pour tout investisseur. Tout à fait. C'est la compréhension et la complémentarité entre le président du GICAM et MECAM qui a fait évoluer la relation de la Direction générale des impôts et du monde des affaires, il ne faut pas le cacher. Et c'est un enjeu majeur. Ça veut donc dire qu'il y a des domaines dans lesquels l'intérêt est partagé. Et il vaut mieux peser en étant ensemble, comme disent les Chinois. Ensemble, vous devenez invincible, seul tu seras détruit. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un troisième mouvement, je ne connais pas bien son poids, mais quel que soit son poids, MECAM, il devait entrer dans le mouvement. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion entre la Chambre de commerce et le patronat. Et cette confusion a été entretenue par beaucoup de gens parce qu'elle affaiblissait le patronat. Or, si le patronat a sa maison commune, bon, les uns les autres ont le droit d'être ambitieux pour eux-mêmes et tout ça. Bon, quand on va dans une association patronale, c'est pour servir l'intérêt du groupe, c'est pas pour avoir un statut de salarié ou occuper un strapontin dedans, à mon avis. Hein. Bon, donc je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on calme, et tous ceux qui ont autorité pour calmer les uns les autres doivent les calmer parce que c'est l'intérêt de l'économie du Cameroun qui est en jeu. Cette évolution est une évolution dynamique et il ne faut pas que la résistance, l'immobilisme empêche de faire ce saut. Parce que les autres ne nous attendent pas. Le Covid est derrière nous maintenant. On va inventer une nouvelle économie. C'est celle que M. Lundu disait. Compter sur nous-mêmes. La guerre de l'Ukraine va être derrière nous. Et il faut qu'on invente une nouvelle économie. Et donc, nous avons un grand voisin qui est un exemple, le Nigeria. C'est une chance aussi, c'est mortel pour nous aussi. Aujourd'hui, donc, moi, je pense que la vision de donner un périmètre plus grand au mouvement patronal est dans l'intérêt national. Et je ne comprends pas pourquoi certains peuvent
réduire à une histoire de trouble à l'ordre public. Alors, sur l'autorisation de manifestation. Sur les réalisations jusqu'à date, Jean-Marie Ka, qu'est-ce qu'on peut en dire à propos de cette fusion? Oh, mais l'évolution notable qu'on a aujourd'hui, 30 mai, c'est le vote du conseil d'administration du GICAM qui a approuvé la fusion. Et qui... c'est pas aujourd'hui seulement, ils l'ont fait avant. Aujourd'hui, c'était pour la reddition des comptes. Donc, je ne comprends pas pourquoi certains se sont trompés d'agenda. On pensait qu'on allait là-bas pour en voir Pota Yangma et Célestin s'embrasser encore. Ils ont d'autres cadres s'ils ont envie de le faire. Donc, aujourd'hui, c'était une agitation que je n'ai pas compris. Moi, je voudrais un peu rectifier parce que je suis cette affaire depuis l'élection, depuis le départ, la première vague des gens. Depuis le départ de Pota Yangma. Oui, ils sont partis. En 2008. Ils sont partis, disons, ils ne parlent pas la langue de bois, parce qu'ils contestaient la gouvernance du GICAM. Et ils pensaient que le GICAM devrait avoir une démarche patriotique et commencer à réfléchir. Cesser d'être un lieu de rencontre des anciennes entreprises de comptoir colonial. Bon, ça a un peu marché. Ils ont appelé cela accident de la démocratie associative. Exact. Donc, et lorsque Célestin Taomba est venu, a pris le courage, parce qu'il fallait être courageux pour revenir. Il est arrivé dans un moment où le GICAM était aussi en plein mouvement. On a empêché quelqu'un qui était statutairement d'exercer ses fonctions de président du GICAM parce qu'il était blanc. Excusez-moi, moi je parle au premier degré. Or, ce conseil de sages-là, celui qui l'a présidé par procuration, est un blanc qui est un ancien dirigeant de Bastos qui n'est pas son entreprise à lui. Hein? Il faut parler, il ne faut pas comprendre les téléspectateurs pour les gens qui ne comprennent pas. Or, lorsque Célestin Taomba s'est présenté, il avait clairement dit qu'il avait dans son programme la réunification de la maison des entrepreneurs. C'était clair pour ceux qui ont voté pour lui. Et il a dit plusieurs fois, quant au procès qu'on lui fait sur le fait qu'il a envie de se représenter, soyons sérieux, c'est le seul dirigeant d'un mouvement qui réduit son mandat. Il n'avait pas l'obligation de réduire son mandat. Ça veut donc dire que si on revenait même dans la réflexion de ceux qui passent le temps à l'insulter ou à le critiquer, son mandat est en cours. Mais justement, il a réduit son mandat. Ce qui se dit, c'est que la fusion qui engendrait, vous voyez bien que je parle au conditionnel, la création d'une nouvelle organisation qui engendrait la relecture des textes, remettrait les compteurs à zéro, et permettrait à Célestin Taomba d'être le nouveau candidat. Monsieur Dipita, si vous êtes un démocrate, vous n'avez pas peur d'aller aux élections. Jean-Marie n'a pas souvent été tendre avec nous, mais il sait que les démocrates vont aux élections. Bien sûr. Alors, Eric, comment vous réagissez donc à la sortie, ce soir d'ailleurs, du président André Siaka, qui évoque des problèmes, des questions d'éthique, on en parlait tout à l'heure, qui évoque des questions de respect des statuts donc de gouvernance, et qui estime effectivement que dans ce flot-là, discuter sereinement d'une fusion n'est pas forcément le moment. Alors d'abord, je dois manifester mon profond respect pour M. André Siaka, dont le nom dans le monde des entreprises et la jeunesse en général évoque des atouts, des qualités de manager compétent, de professionnel, etc. Dans la situation où nous nous trouvons, la difficulté, c'est que on a tendance à mélanger politique et économie. Et hélas, j'ai lu la citation d'un grand sage qui disait que la politique, c'est la gestion des vérités variables. Et en management, les vérités ne sont pas variables. Elles sont adaptables peut-être, mais pas variables. Et le fond de ce sujet, c'est que notre tissu d'entreprise et les organisations qui le représentent est totalement défaillant. Notre système de production est nul. Nous sommes tributaires
de l'extérieur parce que nous continuons d'importer et les conséquences sur l'équilibre budgétaire, l'équilibre extérieur et la faible croissance économique sont visibles de tous. Donc, moi, je ne souhaite pas rentrer dans le débat interne au GICAM parce que je suis des CAM. Et donc, je respecte les avis des uns et des autres, c'est leur droit. Ce sur quoi nous souhaitons insister, parce que nous sommes obligés de tenir le rôle des sages du patronat dans le tourbillon que vous évoquez et qui ne concerne pas ECAM. Nous sommes obligés de tenir le rôle des sages et de faire savoir aux autres dirigeants qui nous suivent et qui ont besoin de savoir que le patronat les oriente dans un sens qui protège et défend leurs intérêts. Pour cela, nous sommes obligés de rester froids et d'insister sur l'intérêt de cette fusion, que d'ailleurs, M. Siaka ne remet pas en cause. Lorsqu'on lit entre les lignes sa sortie, on est bien d'accord qu'il ne remet pas en cause la fusion. Le problème, c'est l'éventuelle représentation de M. Célestin Tawamba. Non, pardon, Eric. Vous êtes en train d'interpréter sa pensée et il ne vous reconnaît pas le poids que tout le monde veut vous reconnaître. Et il dit que, par exemple, c'est bien de notoriété publique, ce sont ces déclarations, que vous serez une organisation dont il ne sait pas. Quand vous avez la dernière Assemblée générale. Donc oui, c'est un peu angélique de dire qu'il ne remet pas en cause. Lui dit simplement, vous retournez à la maison, c'est terminé, et puis vous reprenez votre place. Parlons-en de représentativité. Voilà. Tout à l'heure, j'ai évoqué le nombre d'adhérents de part et d'autre. J'ai comparé ça au nombre d'entreprises que nous avons au Cameroun pour dire que dans les deux cas, en termes de représentativité, aucune organisation ne peut se targuer d'avoir un nombre représentatif d'adhérents. Et l'enjeu ne se situe pas là. L'enjeu aujourd'hui, c'est ce que nous devons représenter. Et ce que nous défendons dans le cadre des CAM, c'est la représentation des micro, petites et moyennes entreprises qui constituent l'essentiel de notre tissu économique. Et lorsque je dis ça, je ne parle pas que des entreprises informelles. Dans notre vision à nous, nous pensons également à toutes ces entreprises qui sont dans le secteur informel. Et notre mission principale, c'est de leur démontrer que nous sommes capables de créer des conditions qui vont leur permettre de migrer de l'informel vers le formel. Et dans ce sens-là, je dois rappeler que la collaboration GICAM et CAM avec l'administration fiscale a effectivement participé à cette structuration de l'environnement fiscal. Il faut s'en tenir essentiellement à l'environnement fiscal. Pour rappeler qu'au-delà des centres de gestion agréés, nous avons dans la loi des finances 2023 la disposition de partenariat fiscal intégré qui permet que pour celles des entreprises qui vont par exemple accepter de s'inscrire dans la dynamique de structuration des filières qui est proposée par ECAM, que vous ayez des antécédents fiscaux ou pas, vous n'avez aucune crainte à avoir parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre potentiel de développement en termes d'activité, c'est votre capacité à porter la transformation de votre entreprise. Et à partir de ce moment, nous savons vous mettre en relation avec les banquiers, avec les partenaires techniques, avec les partenaires commerciaux, etc. etc. C'est l'enjeu que nous sommes en train de défendre ici aujourd'hui. Et je pense que M. André Siaka, que vous citez, est tout à fait conscient de ces enjeux-là et ne remet pas en cause cette démarche. Bon, je voudrais dire, il ne faut pas qu'on donne l'impression que le débat est clos sur la fusion. Non, oui. Le travail ne fait que commencer. Tout à fait. La formalisation administrative ou juridique du process ne clôt pas le débat. Absolument. Le débat, le chantier, il est vaste. Il est costaud. Ce qui était prévu, effectivement, c'était que... Donc, il faut l'étoffer. Exact. Le 5 avril, ce qui a été signé, c'est un protocole d'accord sur la fusion. C'est ça
l'acte C'est le de classique fusion. dans les affaires. C'est C'est la classique. déclaration publique Voilà. d'intérêt de fusionner. Voilà. Et à partir de ce moment, le processus processus. devrait aller jusqu'à la validation par les assemblées générales respectives des deux entités. Et merci, M. Nka, de le souligner, la fusion n'est pas encore entérinée. Non. Nous sommes dans un processus et l'intérêt de notre discours aujourd'hui, c'est justement de faire comprendre aux entrepreneurs, aux dirigeants, les enjeux et l'intérêt pour eux d'intégrer ce mouvement-là. Mais J'aimerais monsieur vous Elundou, reprendre la- maintenant vous que le reprendre- débat est public, il faut que vous mutez la communication. Je dis tout. Vous posez la parole, mais je voudrais savoir, ce débat, du moins, je veux dire, cette question, fait-elle aussi débat au sein de ECAM, comme on l'observe au JICAM? La fusion. Oui, oui. Oui, Y a-t-il naturellement. des antagonismes? Y a-t-il des oppositions? Alors, antagonisme, je ne dirais pas. Il y a eu des questionnements, il y a eu plusieurs Mais ça réunions du conseil existera d'administration. toujours, Parce même que dans votre famille vous ou dans savez votre que chefferie. dans le cadre du mouvement patronal ECAM, par exemple, vous avez un mouvement des femmes, ECAM au féminin, extrêmement dynamique. Et donc, le questionnement, c'était de savoir, mais qu'est-ce que nous devenons, nous, ECAM au féminin, une fois que nous avons fusionné avec le JICAM. Et la réponse à cette question, comme à toutes les autres préoccupations, nous également, nous avions les nôtres, c'était de dire, nous ne nous faisons pas absorber par le JICAM. Voilà. Nous créons Voilà. une nouvelle Voilà. centrale Voilà. patronale Voilà. dans le cadre de laquelle chacun va pouvoir être représenté. Et la période transitoire qui va jusqu'en fin de cette année va permettre justement aux uns et aux autres de travailler sur cette structuration de la nouvelle centrale patronale. C'est l'occasion justement pour ceux du JICAM qui estiment que ça peut créer problème, d'apporter des propositions pour dire que voilà ce que nous pensons être tel essentiel Oui. et que nous devons retrouver dans cette nouvelle structuration. Le débat ne peut C'est pas, ça, cette oui, démarche. le débat ne peut pas être sur les soupçons. Il faut dépasser Le procès ça, d'intention. le procès d'intention. Qu'est-ce qu'il veut? Je l'ai dit à M. Evenko l'a dit. Vous suivez ce secteur. Avant même qu'il ne s'intéresse aux affaires du JICAM en tant qu'opérateur économique, il y a des gens comme Tawamba, Nyodok, Ayangma lui-même. Ayangma, Qui a été le premier assureur de ce pays. André Forceau de regretter mémoire, c'est des gens qui ont donné de leur énergie, de leur intelligence, de leur argent pour la Bayern construction René. Bayern René, voilà. Pour des têtes fortes. Pour la construction de ce patronat. Donc on ne peut pas sur la base des soupçons, des procès d'intention, plomber un chantier, comme je dis, qui est ouvert et qui va forcément sera légué aux générations futures qui, elles aussi, apporteront leur contribution. Parce qu'on a un mal camerounais. On a l'impression que on réforme quand on a échoué. Non? Un système doit être réformé quand il est performant. S'adapter. Oui, s'adapter. Plus on le réforme, plus il devient plus performant. Je dis, tout le monde nous dit, ce qu'il pense, que ce soit Ayangma ou Tawamba, que ce soit Siaka ou Wafo, le JICAM doit se questionner, doit questionner son mode de fonctionnement. Et CAM doit questionner son mode de fonctionnement. Bon, ils l'ont fait, ils vont à la fusion. Il vaut mieux nourrir la réflexion sur la fusion pour créer une organisation syndicale forte, prospère et puissante. Vraiment d'accord. Vous savez, on ne peut pas blâmer nos frères, ceux qui... on leur dit quand il y a une nouvelle situation, il faut qu'on se parle. Dans cette histoire, je constate, je parle sous le contrôle de M. Elundou, qu'en fait, il y a aussi un déficit de communication. Ouais. Là, certains ont adopté la communication de dénigrement, mais pas une communication d'explication. C'est la première émission que je vois ce soir, alors qu'ils en ont les moyens, puisqu'on sait que certains articles de journaux sont commandés par certains d'entre eux. C'est la première émission que je vois, on fait asseoir des gens et qu'on demande, mais en fait, qu'est-ce qui a derrière ça? Je vous coupe pas, mais je voudrais préciser qu'on a vraiment souhaité d'avoir sur ce plateau également quelqu'un qui porterait la parole des sages qui ne sont pas d'accord avec cette fusion,
Malheureusement, on a essuyé... Attention, dictateur, bon, moi je suis un homme du monde des entreprises. Monsieur Lundu a dit tout à l'heure quelque chose, c'est pas une organisation criminelle, le monde des affaires, mais on parle de façon feutrée dedans. Et quand les choses se passent comme certains veulent les faire, là, maintenant ça devient une histoire de Congossa, de quartier, c'est pas bon. Parce que tout le monde perd quelque chose à l'intérieur. Donc, moi je peux comprendre que si vous invitez les sages, vous allez inviter ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre. Puisque moi j'en connais qui sont enthousiastes et qui disent, mon vieux, les jeunes là, ils font vivre quelque chose que nous allons voir. L'enjeu pour nous, évidemment, c'est de faire entendre tous les sons afin que nos téléspectateurs, l'opinion publique s'en fasse son idée. Alors, c'est la raison pour laquelle moi je voulais dire qu'il faut qu'on fasse appel à tous ceux qui ont de l'influence pour que ça ne continue pas comme ça à dérailler, à aller dans tous les sens, et qu'en fait, cette construction se fasse dans le respect des uns des autres. Et surtout dans le respect de l'économie nationale. Absolument. Vous comprenez? Parce que on n'est pas dans une économie soviétique. Quand on commence à envoyer les sous-préfets pour interdire des réunions d'hommes d'affaires au siège de leurs entreprises ou leurs associations, ça pose un problème de l'état de droit. Hein. Parce que ça paraît comme quelque chose d'amusant, on veut montrer qu'on connaît... Juste pour vous titiller, c'est votre gouvernement, Hervé. Oui, mais on n'est pas parfait. Mais l'administration n'est pas un organe de base du RDPC. Ce que je voulais dire sur ce point, c'est que la confiance dans la sécurité des investisseurs, M. Lundu est là, c'est qu'il n'ait pas l'impression qu'il y a des centres invisibles de pression sur les uns les autres, ou des centres où on peut bloquer les choses sans avoir raison. Hein? Donc moi j'appelle vraiment à l'unité. J'aime beaucoup le monde des affaires. André Siaka est quelqu'un qui pour moi est une icône, c'est mon grand. Et je l'aime beaucoup. Mais bon, s'il se trouve dans une mauvaise position, parce qu'on l'aime, on a le droit de lui dire qu'on n'est pas d'accord. Jean-Marie. Oui, je voulais ajouter qu'il faut communiquer, mais il faut une communication intelligente. Voilà. Il ne faut pas non plus donner l'impression que ECAM et JICAM vont organiser un référendum pour réfléchir sur la structuration du patronat. Non, ce n'est pas un référendum. C'est une étape, c'est tout. C'est une étape. Les gens réfléchissent et disent voilà ce que nous voulons d'une organisation d'un pays comme le Cameroun. Parce que la PME est au centre de tout. C'est l'avenir. C'est pour cela qu'il faut sortir du Moyen-Âge pour... Il faut les sortir de là. L'État seul ne peut pas. Donc l'État fait remplir ses missions régaliennes. L'État a besoin de lieutenants costauds, bien formés, avec une bonne expertise. Et ambitieux. Une force de proposition solide qui lui permette à son niveau de prendre des décisions intéressantes pour tous les acteurs de l'économie. On a la zone on a la CEMAC, il y a la zone de libre-échange africaine qui arrive. Forcément, on va y arriver. Les APE, il y a les APE qui sont là. Parlait tout à l'heure. Depuis longtemps. Si vous ne fabriquez même pas les machines-outils, vous allez où avec ça? Bon. Et on va arriver fatalement à la réforme de la monnaie. Bon, un jour ou l'autre, on va y arriver. Oui. Bon, vous voyez les défis qu'il faut relever. Faut-il encore continuer à émietter nos forces? Je ne crois pas. Vous voulez ajouter? Oui, non, mais je suis heureux dans ce débat ce soir parce que nous avons, les intervenants sont pour la construction, le développement. Et c'est pour moi, la politique la plus importante, c'est celle qui nourrit la population. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'amitié pour les créateurs de richesse. D'accord. Voilà. Alors, Hervé l'a peut-être dit tout à l'heure, mais je voulais également avoir votre avis là-dessus. Le sous-préfet a donc débarqué dans les locaux du JICAM tout à l'heure, sur instruction, a-t-il dit, téléphonique, après avoir reçu instruction téléphonique du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Non, il n'est pas ministre. Pardon, de l'administration territoriale, pardon. Il a les pouvoirs, mais pas vous disiez serein en début d'émission, mais quand vous regardez une attitude comme celle-là, vous avez la
la même sérénité de croire que, d'abord, il y a une Assemblée générale ordinaire ce 2 juin. L'Assemblée générale extraordinaire est annoncée pour le 11 juillet. C'est au cours de cette Assemblée, effectivement, que tous les membres vont donner leur point de vue. Voter. Par vote sur cette question. Avez-vous le sentiment, donc, avez-vous la même sérénité quant à savoir que ce processus irait selon ce que vous auriez voulu, dans une sérénité, dans un calme plat, alors que là, le gouvernement fait une sortie musclée? C'est l'administration qui fait la sortie, c'est pas le gouvernement. D'abord, j'aimerais relever que notre sérénité ne tient pas du processus de fusion. D'accord. J'ai indiqué tout à l'heure que ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que le mouvement patronal et CAM réfléchit sur la stratégie qui peut permettre d'accompagner la transformation de nos micro, petites et moyennes entreprises. Et ce que nous observons, que tout le monde peut observer, c'est que la stratégie nationale de développement 2020-2030 intègre ces orientations-là. Ce qui veut dire que si sérénité il y a, c'est parce que le gouvernement, à travers la SND 30, a affirmé, réaffirmé, appelé le secteur privé à prendre ses responsabilités, à jouer son rôle de créateur de richesse. Et à partir de ce moment, la responsabilité qui est la nôtre, c'est de mettre en œuvre cette stratégie sur le plan opérationnel. C'est de concevoir des solutions pratiques qui vont permettre effectivement que les micro, petites et moyennes entreprises puissent accepter de sortir de l'informel pour se développer. Je vous prends un exemple très simple. Vous parlez de la sortie du MINEPAD, je ne vais pas éluder, du MINAD, excusez-moi. Je ne vais pas commenter parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui a nourri cette sortie. Ce que nous savons très clairement, c'est que les orientations données par le gouvernement actuellement, c'est de développer les micro, petites et moyennes entreprises. C'est de pouvoir mettre en œuvre des opérations qui favorisent l'import-substitution pour renforcer ou rétablir l'équilibre budgétaire, rétablir l'équilibre extérieur, renforcer notre croissance. Ces 3 critères majeurs pour le gouvernement ne peuvent pas être réalisés sans que les entreprises se développent. Et donc notre principale responsabilité aujourd'hui, c'est d'envoyer ce message-là. C'est d'expliquer à nos dirigeants d'entreprise que la fiscalité, c'est le contrat social signé avec le gouvernement qui fait de nous des collecteurs d'impôts. C'est-à-dire que nos chefs d'entreprise doivent savoir, et quand je parle de chefs, c'est les micro-petites, parce que les grandes entreprises savent faire, que dans le prix qu'ils déterminent pour la vente de leurs produits et services, ils doivent y intégrer toutes les charges d'exploitation, les impôts et taxes à payer, plus leurs propres bénéfices. Mais l'ECAM a collecté 25% de la TVA cette année. Oui, et ce sont les je pense chiffres que j'ai vérifiés. Ça peut être plus important parce qu'il faut savoir que les micro, petites et moyennes entreprises interviennent toujours en périphérie des chaînes de valeur. Ça veut dire qu'ils vont être les sous-traitants des grandes entreprises, ils vont être les distributeurs des produits finis des grandes entreprises. Et donc, du coup, leur valeur ajoutée est diluée parce qu'ils sont en bout de chaîne. L'enjeu aujourd'hui, et c'est l'une des propositions que nous soutenons, c'est de promouvoir également le développement des petites et moyennes industries. Parce que ça permet non seulement de surfer en même temps sur la vague de la décentralisation, mais lorsqu'on prend en compte l'approche filière, c'est d'identifier dans chacune de nos régions quelles sont les activités qui peuvent avoir un potentiel important pour le développement local. Cette réflexion et cette organisation-là
elle est initiée par le gouvernement, mais doit être achevée et mise en œuvre par le secteur privé. Et c'est ce travail-là que nous voulons faire. C'est ce travail-là que nous invitons les grandes entreprises à faire avec nous, parce que lorsque nous considérons la filière, par exemple, si nous n'avons pas en bout de chaîne des contrats signés avec les grandes entreprises qui garantissent les débouchés pour nos micro, petites et moyennes entreprises de la même filière, ça va être difficile de structurer le reste. Or, la structuration voudrait qu'une fois les commandes calées avec les grandes entreprises, nous pouvons faire une projection. Là, nous sommes en 2030, perspective 2030. Si aujourd'hui les grandes entreprises nous passent des commandes, je prends le cas des brasseries avec le maïs, c'est un enjeu majeur pour eux. La crise en Ukraine leur a fait prendre conscience qu'il vaut mieux peut-être organiser un approvisionnement local plutôt que de continuer d'importer, parce que ça peut déstabiliser notre système de production. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un gros marché qui s'organise pour pouvoir produire en quantité et en qualité pour livrer aux brasseries. L'État peut, jusqu'à un certain stade, mais ne peut pas tout faire. C'est un mouvement patronal comme le nôtre qui doit organiser ce marché, dire aux brasseries, OK, nous, on prend le contrat et on va organiser toute la chaîne pour que vous ayez telle quantité de maïs. Et à ce moment, on a un contrat de performance qui va partir de 100 000 tonnes en 2024 à 2 millions de tonnes en 2030. Et à ce moment, le problème de financement dont nous parlons, il est résolu en même temps. Parce que ce dont le banquier a besoin, c'est de la visibilité. Et le travail que nous faisons, c'est pouvoir maîtriser 3 flux essentiels. Les flux d'information, parce que la démarche que nous mettons en œuvre permet d'enregistrer chacune des entreprises, de pouvoir instruire son dossier et de projeter son développement. Ça permet au banquier de savoir à quoi il peut s'attendre. Ensuite, les flux physiques. Une fois qu'on a organisé les contrats des grandes entreprises aux fournisseurs d'intrants à la base, etc., on sait mettre en œuvre ceux qui contrôlent la logistique pour assurer le transport d'un point à l'autre. Sous contrat également. Et enfin, les flux financiers. Parce que si vous contrôlez l'information et les flux physiques, le banquier, il arrose tout le monde. Et le challenge après, c'est si jusqu'ici nous n'avions qu'un cycle de production par an, c'est de pouvoir faire 2, 3, 4, 10 cycles parce que l'argent circule vite. Et le partenariat avec les banquiers dans ce sens, c'est de bancariser tout ce monde-là. Parce que s'ils sont hors circuit, c'est pas facile, c'est impossible de gérer. Et c'est ça que nous disons aujourd'hui. Au moins, nous avons cette sérénité-là, de disposer d'un outil, d'une solution et de pouvoir la mettre en œuvre, mais en travaillant en étroite collaboration avec les grandes entreprises. Et le gouvernement, dans le cadre de plusieurs organisations qui sont mises en place, nous accompagne dans ce processus avec l'aide de certains partenaires au développement, parce que tout le monde a besoin de ces solutions-là. Jean-Marie Carr, je voudrais également vous entendre sur l'intervention du MINAT aujourd'hui. Non, mais M. Nga l'a dit, vous voyez, gouverner, savoir l'information. Je ne peux pas savoir ce que le MINAT avait comme information concernant les menaces qui pesaient sur l'ordre public. Donc, je ne peux pas me prononcer sur cette démarche. Je ne sais pas ce qu'il avait comme information sur les menaces sur l'ordre public. D'accord. Alors, Emmanuel Combe, imaginons le scénario que l'Assemblée générale du 11 juillet invalide cette fusion. Retour à la case départ, quelle pourrait être la suite? On revoit ce qui n'a pas permis d'aboutir à la fusion. Qu'est-ce qui pourrait être la suite? D'abord, il faut dire que si l'Assemblée générale, parce qu'il s'agit du GICAM, absolument. parce que là, on a tendance à penser que c'est tout l'ensemble qui est pollué. En fait, moi, je vous dis au fond de ma pensée, c'est que les élections qui devaient avoir lieu à la fin de l'année ont mis certains gens en chaleur là-bas au GICAM, et c'est en train de polluer la visibilité, la compréhension d'un projet qui est d'intérêt national et commun. Vous comprenez? Et s'il y a un trouble à l'ordre public, ce sont ceux qui confondent campagne électorale et vision nouvelle pour implémenter un nouveau patronat. Mais écoutez, moi je suis un démocrate. Dans une organisation, s'il est prévu que
la décision finale est prise par une assemblée générale, on respecte les résultats de l'assemblée générale. On fait quoi? Et on passe à autre chose. Parce que, laissez-moi vous dire une chose, les Camerounais ont l'habitude de penser qu'ils peuvent arrêter l'histoire. C'est faux. Le mouvement de l'histoire, par définition, c'est un mouvement. Et vous savez, les masses sont inertes. Et pour qu'il y ait la dynamique, c'est pour ça qu'on a inventé les locomotives, les moteurs et tout. Donc, si l'avenir, et j'en suis convaincu, c'est qu'il faut augmenter le périmètre du patronat. Et comme M. Elundo l'expliquait tout à l'heure, tous les avantages que j'ai. D'ailleurs, puisque vous aimez dire gouvernement, il y a un avantage que le gouvernement a, c'est qu'un patronat qui devient de plus en plus visible va augmenter les recettes fiscales. C'est simple, parce qu'actuellement, il y a des gens qui sont dans le maquis. Ils ne sont pas visibles alors qu'ils sont vraiment des hommes d'affaires. Je m'amuse souvent à appeler certains que ce sont les entreprises dans les sacs Bandiok, mais c'est beaucoup d'argent. Donc moi, je pense que ce projet est un bon projet. C'est un projet qui permet d'abord la modernisation de notre économie, qui va avoir... Et dernièrement, vous avez vu avec les Français qui ont pris la décision d'augmenter leur financement dans le secteur agricole. Ils ont besoin de partenaires parce qu'ils ne veulent pas passer par l'administration. Donc ils pensent souvent qu'elle est budgétivore, elle peut dévoyer ses financements. Bon, donc c'est un projet qui permet au patronat d'avoir... Et il faut appeler tous les autres qui viennent. À ce moment-là, ils devraient réussir. Bon, ceux qui ont des projets électoraux, c'est leur droit. Mais justement, est-ce que faire cette réforme cette année, ou du moins arriver à ce niveau de réforme cette année, à quelques mois de l'élection, est-ce que ce n'est pas également un calcul très opportun? Mais pas du tout. Vous n'allez pas arrêter une machine d'avancer, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui veut être sous-chef de gare. Vous comprenez? La machine doit continuer, surtout si c'est une machine qui vous amène à une destination plus heureuse. Et ça, personne ne veut en parler. Le débat actuel est pollué par les calculs électoraux qui sont plus assimilables à des comportements des partis politiques plutôt que dans le milieu des affaires. Et vous n'allez pas enlever à quelqu'un un droit. Écoutez, si on crée une nouvelle entité, les actionnaires, les adhérents à cette nouvelle entité vont choisir ce qui leur paraîtra le meilleur guide dans cette phase d'évolution. Et pourquoi on en fait une histoire? C'est pas la fin de l'histoire. Non, c'est pour ça que je ne comprends pas que la réflexion soit polluée par les soupçons. Voilà, des candidatures. Bon, en fait, ça veut dire clairement que quand on est, par exemple, en fin de mandat, et qu'on est engagé un chantier il y a 4 ans, on l'arrête. On l'arrête. Parce que... on abandonne tout. Parce qu'on va dire que non, bon, si on continue... c'est parce que je veux encore être candidat. Non, vous avez quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect, André Futso. Il avait ouvert beaucoup de chantiers au GICAM. C'était pour s'éterniser au GICAM? Non, c'était pour faire marcher le GICAM. André Lundo, je reprends la même question. Vous, à ECAM, si jamais l'Assemblée générale du 11 juin au sein du GICAM n'approuve pas cette fusion, quelle pourrait être votre attitude? Notre attitude, c'est de poursuivre notre travail. On n'a pas attendu la fusion pour présenter toute la stratégie qui vient d'être présentée. On n'a pas attendu la fusion pour représenter le secteur privé dans plusieurs institutions stratégiques de financement et d'encadrement des PME. Et donc, aujourd'hui, nous avons une feuille de route très claire. Nous profitons, parce que le président Ayarma l'a relevé dans une de ses interventions, on ne s'attendait pas à ce que ce projet de fusion capte autant d'attention. Et pour nous, c'est l'opportunité de sensibiliser la communauté des entrepreneurs, de sensibiliser même les familles, parce que l'enjeu aujourd'hui, si on aborde le sujet sur le plan social, c'est que nous avons été formatés à envoyer les enfants à l'école et à les destiner à l'administration ou à un emploi salarié. Le message que nous souhaitons faire passer aujourd'hui, c'est de rappeler aux parents que dans les années 60, ceux qui ont porté le Cameroun et qui en ont fait l'un des pays les plus développés sur la période 60-70,
c'était des entrepreneurs et des entrepreneurs agricoles. Les agriculteurs. Ouais. Les jeunes aujourd'hui parlent d'enfants de capot. Les enfants de capot de l'époque, c'était les enfants des agriculteurs. Et la vérité, c'est que quel que soit le pays du monde, la richesse est créée d'abord par les agriculteurs. C'est eux qui nourrissent les populations. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de rééduquer nos populations en leur rappelant qu'il n'y a aucune honte à aller faire l'agriculture. Et notre job en tant qu'organisation patronale, c'est de construire justement des modèles qui encouragent les jeunes à s'insérer dans les activités agricoles, en leur montrant qu'effectivement, vous pouvez faire du maïs et avoir un revenu égal à celui d'un fonctionnaire qui lui a un compte bancaire supérieur. Oui, c'est pour dire que si je mets la barre dans l'ambition actuelle, qui est celle de rentrer dans la fonction publique et d'avoir des revenus de 150, 200 000, naturellement, on peut atteindre cet objectif. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une stratégie claire, il faut qu'il y ait un plan opérationnel clair, il faut qu'il y ait un plan de financement clair. Et c'est ce projet-là que nous sommes en train de mettre en œuvre au niveau de CAM. Vous constatez que ECAM a fait un énorme travail de réflexion et de définition de stratégie. Je crois que ECAM est en ce moment le meilleur connaisseur de l'écosystème des PME du Cameroun. Parce que j'ai lu, on lit beaucoup de choses. Mais le GICAM apporte à un immeuble, ECAM apporte pas. Non, c'est pas une transaction de troc, tu apportes le macabo, le truc. C'est une mise ensemble d'un ensemble de connaissances pour faire grandir un pays. Hervé. Vous savez, dans une association, ce genre de mariage, parce que moi je crois que la fusion aura lieu. Je suis optimiste par définition. Chacun apporte quelque chose. Absolument. Et chacun apporte selon sa taille et sa spécificité. Si vous regardez, j'invite mes amis du GICAM, pour certains, à avoir l'humilité, parce que le monde de la petite et moyenne entreprise a beaucoup de leçons à leur donner. Parce que la souffrance d'un chef d'entreprise dans ce monde-là, comment clôturer les fins du mois et tout, n'a rien à voir avec un salarié d'une entreprise multinationale qui en fait n'est qu'un salarié, qui ne prend pas de risque. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une valeur ajoutée, cette fusion-là, et qui permettra de reconsidérer le monde du secteur privé. Et de savoir qu'en fait, on construit un pays avec le secteur privé. L'administration est là pour la régulation, pour donner le cadre, sauvegarder l'état de droit. Mais bon, on ne peut pas terminer l'émission en faisant comme s'il n'y avait pas d'autres sujets qu'on doit voir. Il y a une situation nouvelle qui est née aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le trouble à l'ordre public? Parce que moi, j'ai passé ma vie dans le monde de la finance. Je ne sais pas qu'une réunion d'un conseil d'administration puisse constituer un trouble à l'ordre public. Est-ce qu'il y avait des risques de bagarre? Et est-ce qu'il y avait la population qui était menacée? Y avait-il des terroristes à l'intérieur? J'appelle mes amis à faire un peu attention parce que quand on prend une chose comme ça, c'est un marqueur et c'est difficile de l'effacer parce que ça va éroder la confiance de la neutralité de l'administration qui doit être plutôt un accompagnateur dans cette histoire-là. Et vous avez vu que la décision serait partie par téléphone du ministre au sous-préfet. Or, il y a le gouverneur, il y a le préfet, il y a tout un ensemble de chaînes et je ne sais pas, normalement, le monde des affaires a une administration interministérielle, c'est le Premier ministre. Puisque quand on fait les réunions privées-publiques, c'est le Premier ministre qui, en fait, les coordonne. Donc, je crois que ce genre de trucs, ça porte une confusion inutile. Ce projet est un bon projet et que le GICAM règle ses problèmes de compétition électorale à son intérieur. Alors, Eric, je vous en peux avoir le schéma, le parcours que ce débat a eu au sein de votre organisation. Quelles sont les instances qui ont été consultées? Comment est-ce que la question a été abordée? Et comment en est-on arrivé aux conclusions? Si vous pouvez un peu nous décrire ça et faire c'est peut-être un parallèle avec ce qu'on voit au GICAM. Alors, la première phase a commencé par des consultations des administrateurs au niveau des CAM avec un travail explicatif du président Ayakma
parce que, pour être honnête, personnellement, je n'étais pas favorable d'entrée de jeu à la fusion avec Logicam. Et pourquoi? Pardon. C'est très Parce intéressant. que, d'entrée de jeu... C'est dans la nature humaine de questionner d'abord l'affaire. On était parti vers une fusion-absorption. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde sur le plan de la communication, aujourd'hui on parle ECAM-JICAM, si on parle fusion a priori, ça veut dire que c'est fusion-absorption. Et notre inquiétude venait de ce que nous, on est dans la mise en œuvre d'une stratégie qu'on sait porteuse. Et donc on s'est dit, s'ils mettent en œuvre la fusion, ça veut dire qu'ils veulent nous absorber, ils veulent étouffer la démarche que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et donc on était réfractaires à cette démarche-là. On a le mouvement ECAM au féminin, extrêmement dynamique, qui lui également avait des inquiétudes par rapport à son devenir. Donc le travail d'explication, de communication du président a permis de rassurer les uns et les autres, en démontrant qu'il n'est pas question de faire absorber ECAM par Logicam. L'objectif, c'est la mise en place d'une nouvelle centrale patronale, plus forte, plus puissante, qui va permettre effectivement d'avoir plus de moyens et de facilités pour mettre en œuvre notre stratégie en faveur des micro, petites et moyennes entreprises. Et dans ce sens-là, effectivement, nous sommes d'accord parce que, comme j'ai évoqué la stratégie des filières tout à l'heure, les grandes entreprises ont un rôle clé à jouer. Donc ça a été la première phase. La deuxième phase, ça a été l'organisation d'une réunion de conseil d'administration avec pour point à l'ordre du jour la validation de ce projet de fusion. Et depuis la signature le 5 avril dernier, nous organisons des rencontres hebdomadaires du conseil d'administration pour faire le point sur l'avancement, sur ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, qu'est-ce qui peut être proposé pour penser la nouvelle centrale, etc., etc. Donc c'est ce processus-là que nous observons. Et ce qui avait été convenu, c'est que pendant la période intermédiaire d'avril à décembre, il y aurait donc un dispositif qui serait mis en place avec une équipe ad hoc, certainement mixte, qui réfléchirait donc à l'organisation et la structuration de cette nouvelle centrale patronale avec l'appui d'experts juridiques et des questions d'organisation patronale qui allaient apporter sur le plan technique et juridique leur contribution. Mais la pensée stratégique devait d'abord être portée par les administrateurs des deux mouvements. Ensuite, et avant même que tout ça ne soit mis en œuvre, il y avait la phase des assemblées générales. Parce que c'est après l'approbation par les assemblées générales que tout ce dispositif donc, de structuration et de formalisation se met en place définitivement. Donc voilà la démarche qui est observée jusqu'ici. Donc pour le moment, on va attendre que du côté du JICAM, les choses se précisent avec l'Assemblée générale. Si c'est favorable, à ce moment, on passera certainement à la mise en place de cet organe mixte, voilà, qui va réfléchir sur l'organisation, la stratégie, les activités, la représentation des différents segments d'entreprise, parce que on a les grandes, on a les moyennes qui ont des problématiques. Petites, voilà. Et après, on a les petites et les très petites. On a l'informel aussi. Donc, toutes ces problématiques-là doivent être prises en compte. On a la question du financement, qui est un point majeur parce qu'aujourd'hui, le message qu'on doit envoyer aux banquiers, c'est que nous sommes conscients de l'ampleur des créances en souffrance. Et la conviction que nous avons, c'est que si nous organisons mieux le marché des entreprises, le stock des créances en souffrance actuelles peut être recouvré. Parce que nous allons créer de l'activité pour ces entreprises-là. Et pour ceux qui sont volontaires,
c'est de les réintégrer dans les filières pour lesquelles ils ont créé des activités, mais où ils ont échoué parce qu'il n'y avait pas l'organisation suffisante pour pouvoir développer leurs activités. Donc voilà un peu les perspectives qui se dessinent de façon concrète et qui font qu'en réalité, tout le monde aujourd'hui dans l'écosystème de l'économie camerounaise a intérêt à ce que le marché des entreprises dans son ensemble s'organise mieux. Il faut dynamiser notre marché financier. Ça ne peut pas se faire si on n'a pas des entreprises qui tiennent une comptabilité claire. Et un guichet des PME au marché financier qui n'est pas du tout sollicité. Et donc notre mission aujourd'hui, c'est de dire à nos dirigeants, voilà le chemin, nous vous accompagnons pour emprunter ce chemin-là. N'ayez pas peur de la CNPS, n'ayez pas peur des impôts, parce que nous savons discuter avec eux. Alors, Hervé, essayons de prendre le contre-pied de la question de tout à l'heure. À supposer que, et là je retrouve aussi un peu le politique, à supposer que le 11 juillet, le JICAM valide également, comme ECAM est en train de le faire, sera le cas, oui. Cette fusion. Est-ce que là, on ne va pas avoir un nouveau, du moins, on ne va pas avoir un patronat qui servira, qui c'est peut-être de contre-pouvoir, cette fois-là économique, vis-à-vis du gouvernement. Quand on connaît la verve qu'a eu pratiquement Célestin Tawamba jusqu'ici dans le positionnement du JICAM, par exemple, avec cette question des impôts, l'ancien directeur général des impôts, les batailles qu'il mène au sein du CBF, le Cameroun Business Forum, toutes les réserves que le JICAM observe, je veux dire, cette forme de bras de fer sans en être un, que le JICAM a eu l'habitude de faire ces dernières années vis-à-vis du gouvernement sous l'ère Tawamba. Est-ce qu'avec cette nouvelle forme-là, plus d'entreprises, on n'aura pas une forme de contre-pouvoir, cette fois-là, dans le secteur économique? Ceux qui ont peur de cela, ce sont des gens qui n'ont pas la même approche de ce que veut dire l'intérêt général. L'intérêt général, c'est justement qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et il faut que l'administration ait des interlocuteurs qui pèsent et qui leur disent voici un peu nos réalités. Je ne veux pas entrer dans les débats techniques, ce n'est pas encore réglé. Doit-on facturer les bénéfices ou le chiffre d'affaires? C'est un débat qu'il faut. Et il faut rendre hommage à Célestin Tawamba, son tempérament. Si certains ont voulu politiser par moments ces déclarations, ça servait l'intérêt général. Vous savez, trop d'impôts tue l'impôt. Hein. C'est moi qui vous le dis. Trop d'impôts tue l'impôt. Ça veut donc dire que le créateur des richesses, M. Lundela, il ne veut pas avoir l'impression qu'on venait mettre la main dans sa poche. Il veut donner ce qui est juste. Parce que l'impôt est juste. Si cet impôt permet la disponibilité de l'énergie, elle permet des infrastructures pour développer les entreprises, elle permet de fructifier les richesses. Donc, je pense que les gens qui diraient ouais, un patronat fort, c'est dangereux pour le gouvernement, non, personne au gouvernement de sérieux ne peut le dire. Un patronat fort va permettre plutôt de réduire ce qu'on appelle l'informel, parce qu'il y a des patrons qui ne payent pas leurs impôts, y compris au JICAM. Et vous savez que le président du JICAM a mené une campagne à l'intérieur pour dire que ceux qui ne veulent pas payer d'impôts n'ont pas de place à l'intérieur. Donc nous sommes là dans une construction dynamique d'une économie moderne. Et dans une économie moderne, les contre-pouvoirs sont nécessaires pour faire avancer les choses. Vous avez vu la difficulté. M. Lundou vous a expliqué avec le talent, l'ambition que l'ECAM a. Mais il vous dit qu'on a besoin d'avoir encore plus de force, plus d'influence pour pouvoir peser dans les lieux. Je vous donne un exemple. Bon, là, c'est la parole, donc ça va encore faire sauter les gens. Il y a des institutions qui disent que le secteur privé camerounais n'a pas les muscles pour absorber les crédits qu'on peut lui octroyer. Bien sûr. Moi, j'ai écouté ça dans les milieux où des amis me disent mais ce secteur privé qui est émietté comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, avec un secteur privé aussi fort, eux-mêmes pourront créer, par exemple, une banque de petites et moyennes entreprises fortes et pourront créer des sources de financement, mutualiser leurs efforts, réduire les économies d'échelle et faire en sorte que quand le gouvernement parle avec le secteur privé, dans les rencontres annuelles, il sait que quand c'est décidé, le secteur privé va implémenter. Mais au stade actuel, vous avez quelques personnes qui se réunissent. La conséquence principale que nous avons à Douala sont les embouteillages avec les 4x4. Après, on attend. Vous comprenez? Donc, moi je suis un enthousiaste pour que le secteur privé, le patronat,
augmente son périmètre et pèse dessus, et qu'on nous donne des capitaines d'industrie ici qui n'ont rien à envier à Dangote. Je vais vous donner mon histoire personnelle. J'étais à la banque au même moment que le fabuleux industriel Dangote, lui, travaillait dans une autre banque. Aujourd'hui, il a créé la plus grande raffinerie de pétrole. Parce qu'au Cameroun, nous sommes restés, pour certains, dans la culture de l'épicerie. D'accord. Et là, c'est l'ambition. Non, il faut ajouter que c'est les discours à la suite de Hervé. C'est les discours de paresse qui ne veulent pas de contre-pouvoir fort. Bon, encore que le patronat n'est pas un contre-pouvoir, c'est une force de proposition. C'est un partenaire pour le gouvernement. Et aujourd'hui, le Cameroun a besoin d'un patronat extrêmement puissant pour aider ce gouvernement lui-même à faire face aux grands partenaires étrangers. C'est pas le gouvernement et le patronat ont peut-être des intérêts divergents. Non, mais à la fin, commun. Voilà, mais à la fin, l'intérêt devient commun. C'est quoi? C'est la prospérité du Cameroun. Si le secteur privé n'est pas prospère, il n'y a pas d'impôt, l'État ne fonctionne pas. Jean-Marie, vous gardez la parole. Alors, JCAM, ECAM, restons dans le schéma qui c'est peut-être de la fusion. Il n'y a pas que ces organisations dans l'environnement économique. Que devient, je veux dire, dans cet environnement, comment est-ce que les autres se comportent? On leur a cité MECAM par exemple tout à l'heure, et ainsi de suite. Vous dites comment est-ce que ça devrait... C'est pour ça que j'ai dit à l'entame de cette émission que la fusion ECAM n'est qu'une étape. C'est un chantier qui s'ouvre. Donc, qui a besoin d'ouvriers. Bon, ceux qui veulent prendre le train peuvent venir. Ceux qui voudront continuer leur chemin peuvent toujours le continuer. La pluralité ne nuit pas. Mais sauf que, forcément, si la fusion donne une organisation syndicale puissante qui a des résultats palpables, forcément, elle va absorber tous les autres pour que tout le monde entre dans le train du développement. Dans ma vie professionnelle, j'ai vécu en France l'expérience de ce qu'on appelait CNPF. C'était le patronat français, avec Yvon Gattaz et tout ça, et qui était en concurrence avec la CGPM et tout ça. Ils ont compris qu'ils étaient faibles. Parce que déjà, rien que le syndicat des ouvriers était d'une puissance. À l'époque, c'est la CGT qui était la première, avant qu'elle se disloque avec la CFDT et tout. Et après, ils ont créé le mouvement des entreprises, qui aujourd'hui est un bras séculier de la politique économique française. Et je pense que notre gouvernement va trouver dans un patronat organisé, structuré et fort, un bras séculier pour implémenter la vision économique du gouvernement, du président, et les projets que nous avons. Par exemple, M. Elunda a parlé tout à l'heure dans le domaine agricole, mais c'est infini. Saviez-vous que les Indonésiens venaient apprendre à planter le cacao au Cameroun? Aujourd'hui, vous connaissez leur rang. Parce que nous avons eu des agriculteurs qui ont vieilli et qui n'ont pas atteint la taille qu'il fallait. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il faut encourager les regroupements qui deviennent importants et que économiquement, ils vont donner du souffle à notre... Eric Elundunga, est-ce que dans ce projet de fusion, je n'ai pas véritablement parcouru le document d'entente, est-ce qu'il y a une ouverture pour les autres mouvements patronaux? Absolument. Non seulement il y a une ouverture pour les autres mouvements patronaux, mais il y a une dimension sectorielle. C'est-à-dire que l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas d'uniformiser tout le secteur privé. C'est d'avoir tout au moins une structure fêtière qui pense une stratégie transversale pour toutes les filières et d'accompagner les différentes organisations sectorielles pour qu'elles soient plus performantes. Parce que dans la mise en œuvre opérationnelle, on aura besoin qu'au niveau de l'industrie, qu'ils aient un regroupement. Voilà, on aura besoin que la filière huile de palme, qu'ils se réunissent entre eux pour identifier quels sont leurs problèmes spécifiques à la filière, etc., etc. Mais au centre, c'est une structure fêtière qui... sur les grands thèmes fédérateurs, tels que la fiscalité, le droit du travail, la gestion des bénéfices. Mais écoutez, c'est extraordinaire.
chantier immense. Hervé, Pardon. toujours sur la même question. Mais moi, je suis dans la même orientation que M. Elundu. Ça ne sert à rien que j'intervienne parce qu'en fait, c'est la création d'une maison commune qui va respecter l'identité des différents secteurs et des acteurs. Ce n'est pas l'uniformisation. D'ailleurs, on a utilisé un mot ici qui a dû faire peur à certains. Moi, j'ai répondu en disant que pour aller au paradis, il faut mourir. Bon, c'est ma conception, c'est juste comme ça. Mais on ne va pas tuer le fonctionnement de certains regroupements. Tout à fait. À condition qu'ils viennent dans la maison commune, payent leur... Parce qu'il y a des gens qui parlent de ces problèmes-là, du GECAM et CAM, et qui ne payent même pas la cotisation. Qui sont membres de... Non, mais moi, je dis les choses, je suis un homme libre. Donc aujourd'hui, il faut, pour parler d'une organisation, pour être membre d'une organisation, il faut être à jour de ses cotisations. Il y a un aspect qu'on ne va pas avoir le temps d'aborder. En fait, j'ai compris que on avait des amis qui ont peur des élections dans le cadre de la fusion. C'est la deuxième fois que vous revenez sur cette question. Mais je ne sais de quoi je parle. Et ils me comprennent parce que tous sont à l'écoute là aujourd'hui. Parce que ça va exiger les scrutins des listes. D'accord. Et M. Lunga, qui peut parler un discours de diplomate, ne vous dit pas vous ne pourrez pas vous présenter à cette élection si votre liste n'est pas représentative de la diversité de la nouvelle organisation. C'est-à-dire que vous devez aller embarquer les gens de ECAM. Même si vous les avez insultés, vous serez obligé, pour que votre liste soit recevable, éligible, et il faudrait qu'on trouve les noms de grands directeurs de grandes sociétés, mais aussi des modestes commerçants de Comondo ou de Macaire qui sont adhérents. Et c'est là qu'on va voir que la culture va changer et on va respecter les autres. Même l'artisan cordonnier va être respecté parce qu'il concourt à la production, la valeur ajoutée. Ça me permet de vous demander, Eric, un adhérent, une voix, indépendamment, je dis dans le cadre de la fusion, un adhérent, une voix, indépendamment de la force et du pouvoir économique. Alors là, on ne va pas anticiper parce que ce serait comme si les textes étaient déjà adoptés et que les règles étaient définies. Le sujet aujourd'hui, c'est de mettre en place un dispositif avec une équipe mixte de personnes qui vont réfléchir sur comment organiser la nouvelle centrale patronale. Et en termes de représentation, vous avez plusieurs organes. Hein. Vous avez l'Assemblée générale, vous avez le conseil d'administration, vous avez des commissions qui peuvent être sectorielles. Éventuellement, le secrétaire général ou direction générale. Par exemple, vous avez la représentation des différents segments d'entreprise, etc. Donc, à ce stade, l'orientation qui est donnée, c'est que tous les segments soient représentés. Voilà. Sous quelle forme, on ne sait pas encore. C'est là-dessus que nous devons travailler ensemble. Mais quand vous avez suivi l'ensemble des explications qui ont été données ici ce soir par Hervé Nga, il faut bien se rendre compte qu'il ne faut pas prendre à la légère ce qui se passe. Ouais. Le mouvement est profond. Tout à fait. Il faut domestiquer la production. Tout à fait. Il faut qu'on consomme ce que nous produisons. Le chef de l'État l'a dit à Ebolova. Oui. Donc c'est un combat de titans. C'est pas une affaire de strapontin comme on le voit. Mais il y a des gens qui ont peur du changement. C'est comme les variations climatiques, il y a des gens qui... Oui, non, au-delà des variations climatiques, au-delà de ceux qui sont assis sur leur certitude, il y en a évidemment qui doutent. Il y en a qui ne veulent pas qu'on soit compétitif, qu'on continue à être un comptoir colonial. Voilà l'enjeu. C'est assez compliqué. D'accord, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ah ben, on l'espère. On verra la suite. On verra la suite. Mais moi, je souhaite qu'il y ait la paix et que tout ça soit un grand moment de réjouissance, d'enthousiasme, parce que nous allons franchir une étape. Il ne faut pas que les gens organisent une pseudo-guerre civile qui n'existe pas. C'est l'intérêt commun pour nous tous d'avoir un grand patronat et qui va répondre à l'ambition. Je ne voudrais pas terminer l'émission sans vous faire une pique de votre ami Angilbert Lebon-Dachwa, qui nous suit et qui dit ceci. Dites à Hervé que j'ai l'impression d'écouter un opposant ce soir, surtout au sujet du Minat.
Ça, c'est un Gilbert Lebon. Non. Fidèle téléspectateur. Je vais reprendre un Gilbert rapidement. C'est un ami. L'appartenance au RDPC ne nous enlève pas le cerveau. D'accord. Et nous ne sommes pas des comités de soutien de l'administration. Okay. Et je pense que quand quelque chose est d'intérêt commun, c'est-à-dire l'ordre public, nous devons dire, voilà le sens qu'on va. Et moi, je dis, dans ma culture, chacun de nous a son truc, je n'ai jamais vu qu'on a envoyé la police dans un conseil d'administration. D'accord. Vous comprenez? Je voudrais vous dire... Ça n'a pas été le cas, mais le conseil est lieu. Mais je veux dire, ce ne sont pas les choses qui encouragent, qui enthousiasment l'image que nous devons avoir. Et moi, je soutiens le président Paul Biya, je ne soutiens pas les fonctionnaires ou bien les administrations quand ils prennent des décisions contraires à l'ordre public et à l'intérêt du pays. Je voudrais vous dire merci à Emmanuel Com. Merci. Je vous dis également merci à Eric Elondonga qui est d'ailleurs parti de Yaoundé. Vraiment merci et bon retour. Bon retour chez vous. Merci. Bon, j'ai dit chez vous, je ne veux pas être péjoratif. Hein. Nous sommes sous l'air. Attention, la sémile peut nous attendre. Alors. Ah non, du tout. Je reste dans le sens propre du mot. Vous venez de Yaoundé, je l'ai dit, et vous rentrez à Yaoundé. Jean-Marie Ka, vraiment cher aîné, c'est un plaisir de partager un plateau avec vous. Tout jeune, je vous regarde à la télé. Ce soir, je suis avec vous à la télé. Tu connais nos problèmes, quoi. Non, on va le régler. Je regrette sincèrement que Marx ou Abo ne soient pas venus. Finalement, il a dit avoir un contretemps. Il doit être avec Ndachwa, ils sont ensemble. Non, Ndachwa n'est pas... Ils ne sont pas ensemble. Le dernière minute, nous regrettons également, on aurait bien pu avoir un représentant de ceux qui portent la contestation de ce projet de fusion. Malheureusement, toutes nos démarches n'ont pas pu aboutir, cela dit. Nous espérons qu'on a pu satisfaire nos téléspectateurs, du moins, en apportant un certain nombre de réponses aux questions qui se posent alors que le JICAM entre dans un mouvement important de sa vie quotidienne. Merci d'avoir regardé ce programme. À mardi prochain pour une autre édition de Carte sur Table. Bonsoir. Bonsoir.